Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans les locaux de l'UPP, l'Union des photographes professionnels. Je suis en compagnie de Philippe Bachelier, le président de l'UPP, et de Pierre Morel, qui est membre de la commission photojournaliste de l'UPP. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez faire pour nos auditeurs un bref rappel historique de la création de l'UPP ? Bonjour, l'UPP est issu de différentes associations professionnelles et dont les premières remontent à l'après-guerre. Et sous son sigle UPP, il s'agit d'une réunion, il y a quelques années, des photographes auteurs d'une part, qui étaient membres de l'UPC, et d'autre part de l'association NJRPC Freelance qui regroupait les photojournalistes. Et donc une fusion des deux qui s'est transformée en UPP. Et l'UPP aujourd'hui représente 1 millier d'adhérents qui constitue la plus grosse association professionnelle de photographes qui défendent le droit d'auteur et le respect du droit d'auteur. C'est vraiment ce qui nous réunit le plus. Cette création liée à 2 organes différents qui regroupent à la fois des photographes et des photojournalistes, c'est pour cela qu'aujourd'hui vous avez créé une commission photojournaliste spécifiquement, ou est-ce pour d'autres raisons ? Oui, en fait, c'était dans le droit fil des différentes composantes de ce qui était l'UPC, puisque donc avant l'UPP existait l'UPC qui regroupait il y a fort longtemps en fait à la fois une association de photographes de publicité et de mode, une association de photographes d'illustration, une association de photographes actifs en communication. En fait, toutes ces associations se sont réunies pour former l'UPC. Il y a une fusion des associations. À l'époque, la NJRPC était restée en marge pour des raisons, on va dire, historiques. Et puis, l'association Freelance a rejoint la NJRPC, les deux ont fusionné. Puis il a été décidé, je n'étais pas membre du conseil d'administration à l'époque, donc il a été décidé de fusionner, puisque en fait on voyait peu d'intérêt à ce qu'il y ait des entités séparées. Comme il y a des pratiques différentes dans le métier, donc le photojournaliste qui a ou pas une carte de presse est rémunéré d'une certaine façon par rapport à un photographe auteur qui va avoir lui un statut d'auteur affilié à l'AGESA par exemple. Donc le photographe de presse lui va être rémunéré en pige salaire s'il est pigiste. Donc du fait qu'il y ait des 2 statuts différents, il faut qu'il y ait des commissions qui soient là pour conseiller, faire du lobbying en faveur des spécificités de chaque activité. Parmi tous les membres actifs aujourd'hui, quelle est la proportion de photographes pigistes et de photographes indépendants ? Est-ce que cette proportion a tendance à évoluer au fil du temps ? Pierre saura davantage répondre pour moi, mais c'est une centaine. 180 photographes identifiés comme photographes de presse à l'UPP. 180, oui. Donc là, c'est Pierre Morel qui vient de nous rejoindre. Bonjour Pierre. Tu es membre de la commission photojournaliste. Quel est ton statut ? Moi, donc, je suis photographe depuis 10 ans. Et c'est vrai que j'ai la particularité, comme beaucoup de photographes aujourd'hui, de cumuler plusieurs modes de rémunération, ou plusieurs statuts ou régimes sociaux. Donc, on va dire des fois, je suis un photographe ascendant photojournaliste, c'est-à-dire que je suis rémunéré à la pige sous forme de salaire, ce qui est vraiment la spécificité du statut de journaliste pigiste. J'ai aussi un statut d'auteur affilié à l'AGESA, donc qui me permet de travailler avec d'autres types de clients. Et j'ai même une 3e activité, je fais du portage salarial pour faire de la photographie de mariage, par exemple. Parce que si je voulais faire ce type de photographie, m'obligerait à créer une autre entreprise, donc je passe par du portage salarial. Voilà. Et c'est vrai que ça correspond, la double ou la triple activité correspond à beaucoup de profils de photographes aujourd'hui. Est-ce que tes piges te suffisent à avoir une carte de presse ? Est-ce que tu as une carte de presse aujourd'hui ? Alors moi j'ai la carte de presse, oui, depuis 2011, même si j'ai eu des années d'interruption. Comment dire, le problème de la carte de presse, j'ai la chance d'avoir un minimum de piges suffisant
pour avoir les conditions d'obtention. Ce qui arrive souvent chez les photographes, c'est quand bien même on a un niveau de pige suffisant, la carte de presse est conditionnée à avoir la majorité de ses revenus provenant d'entreprises de presse, plus de 50%. Et souvent, des photographes de presse vont avoir un minimum de pige de 500, 1000, 1500 euros, mais ils vont peut-être faire une journée de corporate, voir des revenus qui viennent de l'étranger, des revenus qui viennent sous forme de bourse. En théorie, voilà, tous ces revenus vont augmenter la part hors presse, et souvent ils sont bien supérieurs, puisqu'une journée de photographie corporate, des fois c'est 1000, 1500 euros, alors qu'une journée dans la presse, et souvent on est autour de 300, 400 euros la journée de commande. Donc on a très vite un déséquilibre, quand bien même le photographe passerait plus de temps à travailler pour la presse. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de photographes qui sont exclus du champ d'obtention de la carte de presse et qui, pour la plupart d'entre eux, ne font même pas le recours ou la démarche de tenter de l'avoir. En ce qui vous concerne, quelles ont été vos motivations pour vous inscrire à l'UPP en tant que photojournaliste ? J'ai commencé il y a 10 ans ce métier et j'ai eu la chance de rentrer dans ce métier via un concours qui avait été organisé à l'époque par la NJRPC Freelance, dont l'UPP était aussi partenaire, et plein d'autres organisations, dont Repose Photo d'ailleurs, qui s'appelait le Tremplin Photo, qui a duré 4 années. Et j'ai été le premier lauréat de ce concours. C'était mon entrée dans la profession. Ce concours permettait à un jeune photographe de devenir professionnel. Et c'est vrai que l'UPP, du coup, et la NJRPC Freelance, à l'époque, ont été tout de suite là dans mon insertion professionnelle, donc ont été vraiment les précurseurs dans mon parcours. Donc j'ai toujours été très lié de manière affinitaire à ces organisations, puisque j'ai même pu exposer à la Maison des photographes à l'époque quand j'ai commencé. C'est parti du concours. Et après, je pense que je considère que dans n'importe quelle profession, il est important de s'engager pour ses conditions de travail, ses bonnes pratiques professionnelles et d'avoir un endroit d'échange entre les praticiens. C'est la raison de mon adhésion, de mon engagement dans cette organisation et plus récemment au sein du conseil d'administration depuis 1 an. Philippe, est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions principales de l'UPP, à la fois pour les auteurs ou les photographes artistes et les photographes affiliés à la commission photojournaliste ? Alors, depuis que l'UPC et ensuite l'UPP existent, donc si Pierre a rejoint l'UPP il y a une dizaine d'années, moi j'ai acquis ma carte de presse en 1987 et j'ai adhéré la même année à la NJRPC. Donc, ayant été adhérent et ensuite ayant rapidement pris des responsabilités au sein de la NJRPC, puis de l'UPP avec des périodes où je me suis mis en retrait, ce que je peux constater, c'est que ça va faire, c'est plus de 30 ans, que en fait on se bat toujours pour la même chose, qui sont d'une part la reconnaissance du droit d'auteur avec une rémunération proportionnelle telle que le veut le code de la propriété intellectuelle, même si on peut avoir effectivement parfois des clients qui poussent à ce qu'on appelle le panier garni et qu'on rémunère une fois pour tout le reste des utilisations des photographies. Donc la défense du droit d'auteur et puis aussi de monter au créneau sur des thèmes sociaux, fiscaux. Lorsque les photographes ont commencé à utiliser le régime social de la GESA, qui est un régime qui a été créé dans les années 1970, initialement pour les écrivains et compositeurs de musique, les photographes ont ensuite été acceptés au sein de ce régime, mais par exemple, il s'est trouvé que dans la déclaration des revenus, les cotisations sociales se faisaient sur les recettes et non pas sur les bénéfices. Donc il y a eu toute une bataille pour faire valoir que les cotisations sociales soient fondées sur les bénéfices. Il y a eu aussi d'autres chevaux de bataille, comme l'exonération de la taxe professionnelle pour les photographes qui étaient membres de la GESA et dont les revenus provenaient de droits d'auteur. Donc en fait, le champ d'activité de l'UPP, c'est aussi bien tout ce qui concerne le droit d'auteur, le social et le fiscal. Et notre mission est de conseiller au mieux les photographes débutants comme les photographes confirmés dans tous les aspects de leur profession. Qu'est-ce qui vous différencie d'autres organisations, comme par exemple la SAIF ? Alors, la SAIF est
une entité complètement différente, puisqu'en fait, c'est une société d'auteurs, une société de gestion collective qui s'occupe de gérer les droits collectifs, qui concernent en fait tous les droits qui ne peuvent être gérés individuellement par les photographes. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur l'évolution du métier de photojournaliste ces dernières années. Je voulais malgré tout recueillir votre sentiment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au métier il y a une dizaine d'années, au moment où cet appareil, l'iPhone, est arrivé sur le marché? Qu'est-ce qui, selon vous, a profondément changé, à la fois dans le métier de journaliste et dans la façon dont vous abordez les missions qui sont les vôtres? Alors en fait, je pense que si le téléphone a changé beaucoup de choses, par exemple, il arrive fréquemment que des journalistes de presse écrite fassent des interviews en enregistrant sur leur téléphone. Le téléphone devient un carnet de notes grâce à ses fonctions d'appareil photo. Pour moi, c'est pas tellement cela qui a changé le métier, c'est vraiment le basculement numérique. Auparavant, lorsque les photographes devaient pratiquer le film, le développement des films, des tirages, il y avait une barrière financière d'accès au métier. Et ce qui fait que, il y avait une sélection par l'argent. C'est-à-dire qu'il fallait beaucoup de volonté pour faire ce choix de métier, parce que ça nécessitait un certain nombre de sacrifices. Ces sacrifices existent toujours aujourd'hui lorsque on décide de mener cette carrière, mais en fait, l'accès a complètement changé puisque, en fait, aujourd'hui, tout le monde est photographe. Et la qualité des images fournies même par des smartphones suffit pour un certain nombre de publications dans la presse, que ce soit une presse en ligne ou une presse papier. Donc, le coût de production aujourd'hui des images a considérablement baissé puisque aujourd'hui tout le monde a un ordinateur portable, un ordinateur de bureau pour son travail quotidien. Et une fois qu'on a fait l'investissement d'un appareil photo, sachant qu'on a une très bonne qualité d'image aujourd'hui avec des appareils à 500 €. Bon, donc en fait la donne a complètement changé puisque pour faire des photographies, il suffit de vider sa carte mémoire, on n'a pas à chaque fois à racheter du film, faire des développements. Donc on est dans un contexte de production qui est complètement différent, ce qui fait que il y a par la suite de la diffusion numérique une quantité d'images à disposition incroyable, ce qui fait que il y a pléthore de demandes en fait, mais peu d'offres finalement, ce qui rend plus difficile les choses et qui crée un émiettement en fait des revenus, parce que la part du gâteau n'a pas énormément changé. S'ajoute l'utilisation, émiettement des revenus, même s'il y a de plus en plus de photographies qui sont prises et qu'il y a de plus en plus de photographies qui circulent sur les réseaux sociaux et gratuitement, qui aussi sont exploités par des entreprises type Google. Il suffit de voir que une recherche sur Google Images, pour ne citer que Google, fait que on a accès à un très grand nombre de photographies de façon gratuite. Et il peut y avoir bien souvent des utilisations de ces images qui sont faites sans consentement de l'auteur. Et donc, du coup, le photographe, lui, ça lui fait une perte de revenus. Et par ailleurs, Google s'enrichit grâce aux clics qui sont pratiqués sur son site. Est-ce qu'en parallèle, vous diriez qu'il y a aussi l'impact de l'érosion de la presse, en tout cas la baisse des revenus des médias, avec notamment moins de ventes en kiosque? Est-ce que tout cela pèse, selon vous, sur le métier de photojournaliste? Ça pèse forcément, puisqu'en fait, il y a une réduction globale des tirages, des disparitions de titres, et il y a effectivement de plus en plus d'informations qui circulent en ligne, sachant que une image qui est publiée sur le net rapporte moins qu'une image qui est imprimée. Pierre, quelle a été toi ton expérience pour entrer dans le métier de photojournaliste? Visiblement, tu as tout de suite exercé le métier, tu as pu avoir une certaine notoriété installée par le fait d'avoir gagné ce prix. Est-ce que toi, tu connais encore aujourd'hui des difficultés après 10 ans de pratique? Est-ce que tu as suffisamment de recul pour analyser, ou en tout cas, en discutant avec d'autres collègues photojournalistes qui sont dans le métier depuis plus longtemps, est-ce que tu dirais
en quoi aujourd'hui le métier est difficile. Quand j'ai commencé ce métier en 2007, que ce soit dans mon école des métiers de l'information, CFD, où je suivais une formation de photojournaliste, ou dans les débats de la profession à visa pour l'image, c'est vrai qu'il y avait un discours très récurrent sur la crise du photojournalisme. Il y avait beaucoup d'articles, de prises de parole, etc. Et il y avait une réelle crise. Moi, j'avais participé en stage dans l'agence Gamma, qui en 2007 a connu sa dernière liquidation judiciaire avant d'être achetée par un autre photographe. Et c'est une agence qui avait été rachetée, dépecée, rachetée, etc. Les années d'avant. Et elle faisait partie des grandes agences historiques de presse parisienne, en tout cas. Donc, on arrive dans un écosystème qui, c'est vrai, en 2007 est déjà plutôt sinistré, avec, je pense, avec le recul, un vrai déclassement, parce que c'est vrai que c'est une profession qui a pu bien gagner sa vie, et heureusement. Et c'est vrai que du coup, les attentes sont un peu différentes. C'est peut-être aussi générationnel, puisque de toute façon, dans énormément de métiers aujourd'hui, quand on se lance, bon, il y a une crise globale qui n'est pas liée qu'à la photographie, et dans plein de métiers, notamment culturels. Donc, on arrive dans ce métier-là en ayant ces attentes-là, ce contexte-là. Donc ça fait qu'après, on n'est pas forcément très déçu que si ça ne marche pas ou si ça prend du temps, parce qu'on sait que ça sera beaucoup plus compliqué qu'avant et beaucoup moins automatique. Moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier, mais ça fait que 5 ans que j'en vis bien, voire très bien. Mais du coup, ça demande un temps d'insertion dans la profession qui est extrêmement long. Moi, je l'estime à entre 3 et 5 ans. Pour le temps de se faire son réseau, d'avoir confiance professionnellement en ses capacités, comprendre comment marche ce milieu. Donc, ce temps d'insertion assez long, heureusement que moi je l'ai eu à 20 ans, que j'avais le soutien à la fois peut-être de mes parents dans mes premières années, du RSA activité, de différents dispositifs mis en place par notre République pour pouvoir m'inscrire dans ce temps long. Mais c'est pas le cas de beaucoup de photographes et pour qui ils ont besoin de gagner tout de suite un volume d'argent suffisant, notamment si ils ont une vie de famille, des charges fixes, etc. Donc reste un métier très précaire, très disparate. J'ai la chance de m'en sortir parce que j'ai une grande variété d'employeurs. Donc je parle d'employeurs parce que donc on est salarié par la presse. J'ai compté l'année dernière, c'était 19 groupes de presse différents avec qui j'ai pu travailler. Donc ça va de plusieurs commandes sur l'année avec certains, comme le groupe Bayard Presse ou Paris Match, à la vente d'une seule photo pour un petit titre, à une occasion d'un besoin d'illustration. Donc c'est une variété de titres qui me permet de pas avoir tous les œufs dans le même panier et d'avoir quand même une activité assez lissée sur le reste de l'année, et avec d'autres structures à côté qui me permettent d'augmenter mes revenus, donc du corporate, ce qu'on appelle donc travailler pour des entreprises de la communication, de l'institutionnel, travailler pour des pouvoirs publics, des ONG, etc. Tout à l'heure, je parlais de la photo de mariage que j'ai fait aussi à des années où j'avais besoin d'un peu plus d'argent. Donc voilà, ce qui est important, voilà, c'est je pense, pour que ça marche, d'arriver à être un bon professionnel, de s'entourer des bonnes personnes. Depuis 3 ans, j'ai un agent, donc quelqu'un qui me représente pour le corporate. Et en tant que photojournaliste, je fais partie aussi de Divergence Images, qui est une association qui a été créée en 2004, merci, sous le nom Fait des photos, et qui est devenue Divergence Images il y a quelques années, qui réunit sous forme associative plus de 115 photographes. Et sont des photographes indépendants qui sont partis du postulat que l'agence traditionnelle avec beaucoup de salariés, de staff, n'avait plus sa raison d'être pour des photographes de ce type-là. Elle a encore sa raison d'être pour des grandes agences comme l'AFP qui sont très structurées, mais pour toute une vague de photographes un peu indépendants, un peu auteurs, photojournalistes un peu mercenaires entre guillemets, regroupons-nous dans des associations pour diffuser nos images et à nos propres conditions. Et donc le principe de Divergence était assez simple, c'est on mutualise un outil de diffusion, donc un site web, et on mutualise des coûts pour récupérer 100% de la valeur de nos images. Donc c'est aussi une réponse à cette précarité, et c'est une réappropriation de moyens de diffusion ou de moyens de production. Je sais qu'Olivier Thomas me disait récemment, le photojournalisme a été tué par l'AFP, dans le sens où cette grosse agence, qui permet de salarier des photographes, notamment des photographes à l'étranger, prend aujourd'hui beaucoup de place, et dans le contexte actuel où tous les journaux baissent leurs tarifs. Non, ça me semble vraiment excessif de dire ça, parce que d'un autre côté, il y a des
besoin spécifique de beaucoup de magazines qui vont pas se tourner vers l'AFP parce que ce sont des images qui n'ont pas été produites par des photographes de l'AFP. En fait, je pense que tout dépend des secteurs d'activité. Quand on regarde le nombre, moi, il me semble que le facteur déterminant, en fait, il y a deux facteurs. L'arrivée d'Internet et de la mise en ligne d'informations gratuites a fait que il y a eu une baisse des ventes de la presse. Ça, on va le constater partout. Dans la mesure où il y a une baisse des ventes de la presse, forcément, baisse de rémunération des contributeurs. Deuxième chose, le numérique. En fait, le basculement numérique, en fait, s'est fait autour de 2003. De 2003-2004, avec l'accès d'appareils photographiques avec une qualité professionnelle à un investissement raisonnable. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une augmentation de la proposition d'images qui ont plus facilement circulé grâce aux tuyaux de plus en plus rapides, ADSL, fibre, etc., qui fait que si on va sur un portail comme Pixpalace, au début, on voyait que le nombre d'images disponibles était alors quelques centaines de milliers, puis millions, puis milliards. Alors je ne sais plus où c'en est aujourd'hui. Donc Pixpalace réunit je ne sais combien d'agences. C'est le portail principal utilisé par les iconographes. Mais s'il y a plusieurs milliards d'images, le problème c'est pas l'AFP, il y a de fait énormément de photographies qui sont disponibles, avec la possibilité de pouvoir utiliser des images venant du monde entier. Parce que les iconographes vont chercher des choses correspondant au type d'illustration, en illustration. Il peut y avoir même des reportages, parce que là je parle d'illustration, mais parce que de toute façon dans la presse il y a toute une partie qui concerne de l'illustration. Tout ce qui est, on va dire, information, photojournalisme, tel qu'on l'imagine, pur et dur, documentaire. Bon, mais de même, quand on regarde ce qui est produit, c'est que ce sont des productions dans le monde entier. Et comme, grâce à la diffusion des images aujourd'hui, qu'il y a de très bons photographes partout sur toute la planète, plutôt que d'envoyer quelqu'un pour un titre français, on va se fournir auprès d'un photographe correspondant ou qui est totalement inconnu, mais dont on découvre le travail par Internet et par les diffusions de photographies par des agences qui sont sur les plateformes type Pixpalace. Donc, moi, je crois que c'est le monde qui a changé, avec l'offre qui a changé. D'une certaine façon, quand on publie un roman tous les ans, il y a les premiers romans, mais il y a je crois 600 romans qui sortent par an. On plaint pas les auteurs des premiers romans qui n'ont été vendus qu'à 50 exemplaires. Bon, de toute façon, on est sur une réalité du marché, c'est regrettable, mais je pense qu'il faut quand même le resituer dans un contexte plus global, c'est que malheureusement, c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes que ces choses vont être diffusées. Sur les combats de l'UPP, sur la question de l'AFP, une des choses, voilà, on se demande en tant qu'organisation professionnelle sur quoi on peut agir ou comment faire changer les choses. Et donc il n'y a pas beaucoup de fléchage possible ou de choses. Il y en a une principalement sur lequel, en tout cas, la commission photojournalisme travaille, c'est les aides à la presse, directes ou indirectes. On se dit bon, c'est de l'argent public qui permet à des entreprises de presse, et c'est tant mieux d'exercer, de pouvoir diffuser de l'information, impliquer de la pluralité, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ces aides à la presse ne sont pas conditionnées au respect du droit du travail basique, à des conditions de production qu'on va appeler originales de l'information, c'est-à-dire faire appel vraiment à des journalistes, j'allais dire indépendants, ou à des photographes, auteurs. Et c'est vrai qu'un des combats de l'UPP aujourd'hui envers les pouvoirs publics, c'est de demander que les aides à la presse soient vraiment conditionnées au respect du droit du travail, parce que ce sont ça qu'il y a beaucoup de manques, voilà, on fait un métier où c'est un peu la jungle, notamment le paiement des piges, le
le respect des bons de commande, et puis qu'ensuite qu'il y ait éventuellement une production de photos qui soit réalisée par le journal en interne. Enfin voilà, qu'il y ait des critères un peu plus coercitifs dans l'attribution de ces aides-là, parce que c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Et finalement, on a l'impression que cet argent public ne bénéficie qu'aux éditeurs, donc aux patrons des groupes de presse, et pas a fortiori aux journalistes en interne, mais encore plus aux photographes. Et nous, on aimerait bien un peu plus de ruissellement dans cet argent public. Donc ça, c'est un des premiers combats qui nous semble important, en tout cas sur la presse, sur lequel on peut agir. Je voulais aborder la question des agences. Comment ça se passe, l'UPP, avec les agences? Est-ce qu'il y a des discussions informelles? Est-ce que vous pouvez parler d'une seule voix auprès du ministère? C'est le ministère de la Culture qui est votre interlocuteur, je crois. Le ministère de la Culture est un de nos interlocuteurs. Pour ce qui concerne les relations avec les agences, là, en l'occurrence, le ministère de la Culture, je pense, et dans la boucle, mais de façon secondaire. C'est plus une affaire de relation entre les photographes et puis les agences. Et sachant que les agences regroupent des entités assez différentes, il y a des agences de presse et des agences qui n'ont pas le statut d'entreprise de presse. Et ce qui fait que, notamment, ça pose le problème pour les photojournalistes, qui est d'acquérir la carte de presse, puisque en fait, une des aberrations, c'est que si on perçoit un revenu d'une agence qui n'a pas le statut d'agence de presse, parce que la majeure partie de ses revenus ne provient pas de cession de droits auprès de journaux, magazines et autres entreprises de presse, si les revenus sont versés par l'agence aux photographes, ça ne va pas être considéré comme des revenus de presse, bien que initialement les photographies aient été parues dans la presse. Bon, donc on en a fait part au ministère, que c'était une de nos préoccupations. C'est d'ailleurs un des sujets de discussion qu'il y a actuellement au cours d'un cycle de réunions qui ont été initiés par le ministère de la Culture et Marion Isselin, sur une réunion qui s'appelle le Parlement de la photographie, justement sur la carte de presse et trouver des moyens de passer tous ces problèmes qui semblent des problèmes très techniques, en fait, et où on se rend compte que la photographie est publiée dans la presse, mais comme la rémunération ne passe pas par l'entreprise de presse, le photographe ne peut acquérir le statut de photographe de presse. Bon, c'est partie des aberrations sur lesquelles on travaille. Là, dans ces cas-là, c'est pas que le ministère de la Culture, ça va être aussi le ministère des Affaires sociales et le ministère de l'Économie. Donc, ce sont des problèmes globaux. Donc, en fait, dans les relations qu'on a avec les agences, il y a cette complexité qui fait que, en fonction du statut de l'agence, on interviendra ou non différemment. Ça veut dire, Pierre, que tous les revenus que tu touches via Divergence, tu les déclares en droit d'auteur aujourd'hui? Alors, pas Divergence, justement, c'est la force de notre modèle. C'est-à-dire qu'on est une association, donc on fait vraiment l'intermédiaire pour l'outil, mais à Divergence, chaque photographe, une fois qu'une photo est téléchargée par un journal, va gérer alors soit sa facturation, parce que certains font que du droit d'auteur, parce que ça correspond à leur modèle où ils sont pas basés en France, soit établir une note de pige, donc pour avoir une fiche de salaire, ce qui est mon cas, que ce soit de la vente d'archives ou ensuite des fois des commandes. Voilà, donc à Divergence ça peut être le cas, mais c'est vrai qu'il y a d'autres structures. Aujourd'hui, bon, la séparation entre une agence et les photographes, et il y a plein de nuances d'agences. On va donc partir de l'AFP très intégré à d'autres comme Getty Images qui sont très grosses et qui ont des photographes soit sous forme salaire, soit d'autres qui sont payés sur facture ou droit d'auteur. On a des structures plus petites qui sont nées depuis 20-30 ans, qu'on a appelées des collectifs de photographes, notamment en presse. Alors il y a eu l'œil public qui était par exemple sous forme de société, Tendance Floue, si je m'abuse, est sous forme associative. Le collectif Item à Lyon que je connais bien, ils sont sous forme associative. Il y en a qui sont des agences pilotées par des photographes, comme l'agence Myop par exemple, avec des salariés. Mais on pourrait rapprocher Myop de l'agence Signature, qui n'est pas pilotée par des photographes, mais par deux personnes associées à sa tête. Donc voilà, il y a une vraie variété de typologies d'agences. Il y a le réseau Hans Lucas, par exemple,
piloté par photographe Wilfried Estève, qui réunit beaucoup de gens. Donc chaque photographe va trouver un peu l'agence qui lui correspond, mais c'est vrai que ça peut être une voie de précarisation quand l'agence ne permet pas d'avoir des fiches de salaire sur les ventes d'images, etc. et fait un intermédiaire qui donne des revenus sous forme de droits d'auteur. Donc pour ceux qui veulent être photojournalistes et qui ont besoin notamment de la carte de presse, c'est un problème pour eux. On est d'accord, Philippe, que l'agence, quelle que soit sa forme, ne peut être membre de l'UPP. C'est le photographe à titre individuel qui peut s'inscrire. Ah si, tout à fait. En fait, on a différents statuts d'adhésion, et donc il y a les statuts de membres qui sont des photographes, et puis en fait n'importe quelle entreprise peut adhérer. Ce sera là, bon, j'ai un trou de mémoire, je sais plus quel est le terme exact, c'est membre correspondant, il faudra qu'on voit ça. Et donc n'importe qui peut, quand je dis n'importe qui, non. Tout photographe est en mesure d'adhérer à l'UPP et toute entreprise peut, à titre d'entreprise, adhérer à l'UPP. Sauf que le statut sera différent et une entreprise n'aura pas, le droit de voter au cours de l'Assemblée générale. Un membre de l'entreprise ne pourra pas se présenter au conseil d'administration. Voilà. Mais en fait, nous sommes ouverts à la communication de tous nos débats, nos points de vue vis-à-vis de tous les intervenants du secteur de la photographie, que ce soit des diffuseurs ou des créateurs. Bon, cela dit, les diffuseurs, en l'occurrence les agences, n'adhèrent pas à l'UPP, même si elles le pourraient. En fait, elles vont adhérer au syndicat des agences d'illustration ou d'agences de presse. L'UPP existe pour les photojournalistes, pour les photographes, auteurs. Quelles sont les autres organisations qui existent pour les autres journalistes ? Est-ce que cela existe ? Alors pour la presse spécifiquement, comme on a un statut, alors soit salarié quand on est vraiment salarié permanent dans les journaux ou journaliste pigiste, on a vraiment les syndicats qui sont réglementés par la loi. L'UPP n'est pas un syndicat stricto sensu, on est une organisation professionnelle, mais le salariat permet la représentation syndicale avec des élections, etc. Du coup, moi, à titre personnel, je suis membre aussi du syndicat national des journalistes, donc le SNJ, qui est le principal syndicat de journalistes. Il y en a d'autres qui correspondent à chaque fois à chaque grand organe syndical. Donc, la CFDT journaliste, il y a le SNJ CGT, qui dépend de la CGT, on a la CFTC, etc. Donc ça, dans les entreprises de presse, c'est vrai que souvent l'UPP a été au sein de ce qu'on a appelé la coordination photojournaliste, donc c'est-à-dire un groupe de discussion informelle entre l'UPP, la SAIF, qui est notre partenaire dans les combats, et les syndicats de journalistes pour être au front sur certaines problématiques. Et c'est important d'être présent. Nous, on a la chance de pouvoir faire le lien entre des photographes qui sont auteurs ou des photographes qui ont plusieurs activités, qui sont pas toujours à travailler tout le temps avec la presse, et des photographes qui travaillent tout le temps avec la presse. Tandis que les syndicats vont avoir peut-être une vision très centrée sur l'entreprise, sur leur staff principalement, sur leur raison d'être, un peu moins être en capacité de prendre en compte les problématiques des pigistes, qu'ils soient rédacteurs, rédactrices ou photographes. Puisqu'il y a environ 6000 pigistes en France sur 35 000 cartes de presse. Donc c'est quand même beaucoup de monde et ils sont représentés effectivement par les syndicats. Après, il y a des structures associatives plus souples, comme une association dont je fais partie aussi, qui s'appelle Profession Pigiste, qui a été créée il y a une vingtaine d'années, et qui regroupe aussi, pareil, des pigistes textes, photos, vidéos, qui se retrouvaient pas forcément tout de suite dans d'autres organisations et qui avaient besoin d'un espace pour échanger et réfléchir à tout ça. Donc il y a un écosystème qui est présent, et en tant que professionnel, on peut être membre d'une ou plusieurs organisations puisqu'elles ont chacune des missions bien définies, mais on travaille ensemble. Et comme l'a dit Philippe, les agences, donc côté vraiment entreprise, diffuseurs, ont elles-mêmes leurs propres organes de représentation et d'organisation.
et voilà, et même des agences comme Magnum. Je crois que Magnum est membre du syndicat des agences de presse et d'illustration. Donc même si c'est une agence gérée par les photographes, en tant qu'agence, personne morale, même si nous on a des photographes de Magnum à l'UPP, l'agence Magnum, elle, est adhérente d'un syndicat de diffuseurs. Et donc aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous avez, auxquelles vous êtes confrontés, pour faire entendre la parole de l'UPP et donc celle des photographes via l'UPP? La difficulté, c'est que dans la mesure où il y a beaucoup plus de photographes, ou d'aspirants photographes, c'est de les atteindre. Et donc, l'UPP a longtemps utilisé des voies de communication assez traditionnelles, et aujourd'hui, donc, on est en révolution 2.0 pour atteindre beaucoup plus tous les photographes, ce qui veut dire notamment que nous sommes actuellement en train de revoir complètement notre site internet qui devrait être prêt d'ici la fin du trimestre, et d'être plus actif sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, on se rend compte que pour les jeunes générations, bon, moi je vais avoir 60 ans cette année, donc j'ai envie de dire d'une certaine façon, ça me concerne moins, mais on voit bien que toutes les jeunes générations s'informent davantage par les réseaux sociaux, et donc c'est par ce biais-là qu'en fait il faut toucher un maximum de personnes pour leur dire que le droit d'auteur existe, qu'une photographie qui circule est une photographie qui doit être rémunérée, et que les photographes ont des droits. C'est quelque chose sur lequel on doit mettre l'accent, parce que sinon on aura de toute façon la force des lobbies des GAFA qui voudront, ça se comprend, que l'image circule gratuitement. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose? C'est dans la ligne droite de ce que dit Philippe, c'est effectivement, on est une profession que n'importe qui peut faire, et c'est sa grande richesse. Comme il l'a dit avant, il y avait peut-être une barrière financière dans le début de l'activité. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ou moins jeunes peuvent se lancer dans cette activité, commencer à montrer tout de suite leurs photos sur les réseaux sociaux. Donc c'est une immense richesse pour la création, pour l'accessibilité de ce métier. Par contre, la contrepartie, c'est que ça nous oblige, l'UPP, c'est une de ses missions principales, vraiment à se positionner comme la source d'information principale, fiable et utile sur les droits, les devoirs, les tarifs, par exemple avec nos barèmes du BP qu'on continue à fournir, sur les bonnes pratiques professionnelles. Et là, on a un vrai enjeu et on travaille beaucoup dessus avec ce nouveau site web, avec les réseaux sociaux pour toucher et permettre à un maximum d'aspirants professionnels ou professionnels en activité, leur permettre que, à travers l'UPP, ils aient les réponses à toutes leurs questions qui se posent vraiment d'ordre professionnel. On n'est pas là pour apprendre à faire une bonne photo, on est là pour apprendre à bien la vendre au bon prix, avec les bonnes conditions. Si ça peut déboucher sur un engagement plus concret au sein de notre association de la part des photographes, puisque bon, dans l'idéal, l'ensemble des photographes seraient membres de l'UPP, tant mieux. Il y a peut-être aussi générationnellement encore d'autres façons de percevoir l'engagement aujourd'hui. On le voit que ce soit dans la photographie professionnelle mais dans plein d'autres choses. Beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à s'inscrire dans les corps intermédiaires. On en fait partie d'un corps intermédiaire. Donc là, c'est aussi une réflexion à mener. C'est comment, en tant qu'organisation qui représentons des professionnels, on se réinvente, permettre à des modes d'organisation différents aujourd'hui de se retrouver. Quand il y a des groupes ou des gens qui protestent sur Facebook, c'est comment l'UPP peut accompagner ces protestations, peut accompagner ce besoin de lutte, parce que de toute façon, moi, je pense qu'on est convaincus, et c'est pour ça qu'on a l'UPP, qu'il y a toujours besoin d'organisations qui sont capables de faire ce travail de condensation des problématiques et puis de synthèse, et de porter ces combats-là soit auprès de l'écosystème professionnel, soit auprès des pouvoirs publics. Donc on a besoin des photographes pour faire force lobbying, pour faire remonter les pratiques du terrain d'aujourd'hui, et puis pour avancer ensemble. Vous parlez d'organisation, et je sais à quel point c'est important d'avoir du temps pour mettre en place les choses et développer une vraie stratégie de communication, on le voit vis-à-vis des pouvoirs publics. Comment se passe au niveau de l'UPP, de l'association, le renouvellement des élus? Est-ce que vous avez le temps nécessaire à chaque fois en tant que président pour mettre en place ces choses?
Ça, c'est la grande difficulté de toute activité bénévole, parce qu'en fait, tous les membres du conseil d'administration, membres des différentes commissions, sont bénévoles. Donc, en fait, on prend sur notre temps de travail, ce qui est un difficile jonglage, surtout si on a une activité professionnelle qui est assez intense. Et ce qui est un frein par rapport à tous les lobbies professionnels qui ont les moyens de rémunérer des personnes pour faire valoir tout ce qui est contre une utilisation du droit d'auteur. Néanmoins, en fait, on arrive à renouveler les membres du conseil d'administration, à trouver des forces vives. Pierre en est un exemple, et il y a d'autres exemples. Par ailleurs, nous avons 2 salariés, une personne en charge de ce qui est de l'administration et une juriste. Avec cette équipe de permanents et de bénévoles, on essaye d'être au maximum présent auprès des pouvoirs publics. Je voudrais signaler quand même que l'UPP est présent à différents titres dans des instances publiques. Le CNPAV a été récemment créé, où l'UPP est représenté. L'UPP est représenté auprès de la GESA, de l'AFDAS. Nous avons des actions récurrentes où nous sommes des interlocuteurs privilégiés. Bon, effectivement, notre seul handicap, c'est que nous avons une structure qui fait que le bénévolat n'est pas toujours simple pour à la fois mener des actions sur le long terme et sa vie professionnelle. Mais bon, ça c'est une donnée en fait qui est la même pour toutes sortes d'investissements dans des associations ou des syndicats. Pour terminer, je voulais rappeler que vous êtes aussi un lieu d'exposition pour montrer les images des membres que vous représentez, que vous organisez également des réunions d'information de façon régulière. Pouvez-vous nous en dire plus? Comment faut-il s'inscrire? Comment cela fonctionne? Alors tout à fait, il y a un cycle de journées d'information. Donc tous les mois, il y a tous les 15 jours même, il y a des réunions d'information sur le métier de photographe. Nous avons déménagé nos locaux. Nous étions auparavant rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e. Nous avons déménagé pour ce local qui est rue de Belzins et où nous avons la chance d'avoir trouvé un espace avec vitrine ayant pignon sur rue qui permet d'avoir un espace d'exposition où nous exposons nos adhérents. Il y a une exposition par mois. Et nous avons aussi un accord privilégié de partenariat avec la SAFE, Société des auteurs de l'image fixe, qui aussi expose des photographies dans le cadre d'un partenariat. Donc ça permet d'avoir une vitrine qui s'ouvre vers l'extérieur et c'est un des moyens de communication utile et à la fois très convivial. Voilà, c'est du coup on a vraiment régulièrement des réunions, des vernissages. Il y a aussi régulièrement des réunions de l'Île-de-France et des photographes d'Île-de-France. C'est un lieu qui est très actif pour tout ce qui concerne l'information sur le métier de photographe. Comme Emeria est un acteur du livre de photographie, en tant que structure éditoriale, je termine régulièrement mes interviews en posant la question à mes interlocuteurs sur la place du livre, selon eux, dans l'œuvre d'un photographe. Alors,
Je pense que l'intérêt du livre, c'est que c'est quelque chose qui reste à partir du moment où le livre ne finit pas chez Mona Lisa. Là aussi, finalement, avec Internet, on peut se rendre compte que le livre peut avoir une vie encore plus longue. On peut retrouver maintenant en occasion des livres. Voilà, sur eBay, sur le Bon Coin, et puis sur toutes sortes de sites qui revendent des livres d'occasion, de sites, etc. Enfin bon, qui montre une chose, c'est que en fait, à un moment, on a envie d'acquérir un livre qui est un objet. Et du coup, le livre, c'est ce qui reste. Et il peut y avoir même des livres qui, à un moment, ont un succès très moyen. Alors en photographie, ça avait été le cas de livre de Philippe Halsman, qui avait fait des livres de portraits. Alors il avait fait avec Dali, avec Fernandel, ça s'appelait The Frenchman. À l'époque c'était qu'un succès moyen. Et puis X années après, on le redécouvre, et puis ce sont des livres qui valent cher. Donc je crois que le livre pour un photographe, ça peut marquer une étape. C'est à la fois une sorte de profession de foi, une vitrine, et c'est quelque chose qui se fait sur un temps plus long. Donc il va y avoir une réflexion plus profonde sur le contenu, la mise en page, et c'est ce qui à la fin va rester. Donc on va dire les images à la sauvette de Cartier-Bresson, d'autres photographes comme Paul Strand, Paisé, c'est un livre qui est devenu un peu mythique. En occasion, il est à plus de 1 000 euros, et ainsi de suite. Donc ce sont des choses qui restent. Et je crois que le livre a une place à part. Il n'aura pas forcément un succès immédiat. C'est un peu comme un film dont on ne sait pas s'il aura un succès. Il n'y a pas de recette pour ça. Et donc ça reste quelque chose d'ouvert et qui dépasse le temps court de la publication sur un site d'information en ligne ou sur un reportage publié dans un magazine. Et pour un photojournaliste qui est comme toi dans le métier depuis 10 ans, à quel moment on se sent prêt ou à quel moment l'envie se fait sentir de faire un livre ? Alors, moi, personnellement, j'en fais pas. Par contre, là, on est à la Maison des photographes où il y a Corentin Follen, qui est un photojournaliste qui fait partie de Divergence Images, qui expose actuellement. Et Corentin peut bien me connaître. Lui, par exemple, ça fait un peu plus longtemps qu'il fait ce métier que moi. Il travaille sur des sujets au long cours, et notamment l'exposition La Porte sur Haïti, où il a passé plusieurs années continues. Et c'est vrai que Corentin, en plus de toutes ses publications presse, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est rendu compte que pour parler autrement aussi de son travail, les publications presse d'un côté étaient bien, des reportages dans 6 mois par exemple, mais pourquoi pas aller plus loin avec des livres. Donc il a fait un premier livre sur Haïti qui est sorti il y a 3 ou 4 ans, qui raconte vraiment sur un sujet long, ça fait sens, toute l'histoire et tout son parti pris sur ce pays-là, un parti pris quand même assez moderne et positif. Et puis comme ça a bien marché, il est assez productif. Il en a fait un deuxième sur le carnaval à Haïti. Et ainsi de suite. Donc oui, ça fait sens. Et aujourd'hui, les photographes et les photojournalistes a fortiori sont vraiment dans un modèle à 360. Donc à la fois comme source de revenus, c'est plus que la presse qui est la source de revenus. Ça peut être des bourses, ça peut être des résidences, ça peut être de la gestion collective, c'est pas négligeable, c'est des fois un 13e mois, donc c'est l'argent qui vient par la SAIF, c'est aussi de la vente de tirages aux particuliers, etc. Donc ça, c'est à la fois des sources de revenus différentes, mais c'est aussi des opportunités de diffusion différentes. Un photojournaliste a envie que ses sujets soient diffusés, lus, et qu'ils permettent d'enclencher des changements. Donc ça peut venir à la fois, c'est vrai, dans un article de journal, mais c'est aussi bien quand ça peut être quelque chose en ligne, un long format en ligne, aussi un livre qui va pas toucher le même public, l'exposition va pas toucher le même public. Il y a des photographes qui font aussi beaucoup de conférences, des conférences en live où ils racontent leurs histoires, des workshops. Tout ça sont des manières d'atteindre des publics différents, de raconter différemment son histoire, et je trouve que ça fait sens, une grande richesse aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que voilà, à partir d'une matière, d'un sujet, d'un reportage, on peut le décliner de plein de façons différentes et toucher plein de gens différemment. Alors on peut finir peut-être sur une note optimiste.
Je sais que le New York Times aux États-Unis est en pleine forme. Une chose qui est intéressante dans ce qui se passe avec le New York Times, hein, c'est que on voit qu'il y a une croissance des abonnements en numérique, ce qui veut dire que on prend conscience peu à peu qu'une information fiable se paye, qu'il y a un travail derrière et que à un moment, il faut passer par le paiement de son journal, comme on le faisait ou comme on le fait pour la version papier. Ça prend un certain temps à entrer dans les mœurs, mais je pense que peu à peu, sur un certain nombre de titres, c'est quelque chose qui va se répandre. Après, c'est la question du difficile équilibre entre ce qui est publié en ligne, ce qui est imprimé, sachant que globalement, ce qui est imprimé rapporte plus que ce qui est en ligne. Mais le modèle peut changer, c'est que si la majorité des utilisateurs considèrent que tout d'un coup, il est tout à fait normal de payer l'accès à l'information sur Internet, eh bien, je pense qu'à long terme, le pari sera gagné. Donc, c'est de cette façon-là qu'on pourrait être optimiste. Il y a beaucoup de projets, en fait, qui sont lancés et qui sont au départ sur la bonne volonté et du bénévolat. Faut appeler les choses comme elles sont. Et la question, c'est que de même que quand quelqu'un démarre une entreprise, il compte pas ses heures, mais qu'à un moment, il faut bien gagner sa vie. Donc, et en fait, très souvent, on se rend compte que pour la photographie, on va avoir des diffuseurs, quelle que soit la forme de la diffusion, qui vont nous faire miroiter surtout la visibilité qu'on va acquérir sans qu'il y ait de rémunération à la clé. Bon, mais entre-temps, quand il s'agit d'imprimer ces photographies, l'imprimeur est payé, et puis la personne qui vous indique que vous allez avoir une belle visibilité, elle est rémunérée. Donc, il faut qu'à un moment, toute utilisation de contenu génère une rémunération. Je pense que c'est un juste équilibre des choses. Je rajoute que ça doit être à la base, effectivement, un projet, je pense, éditorial aujourd'hui qui serait complet. Il doit avoir dans son staff en interne une réflexion sur l'image et pas se dire qu'il va vraiment externaliser cette production. Nous, nos principaux alliés pendant longtemps dans la presse, en tout cas en tant que photojournaliste, ça a été les services photos, donc avec les photo-éditeurs, les iconographes, etc. Donc des gens qui sont vraiment le relais et qui sont à même d'avoir une production et une réflexion sur l'utilisation des images. Et c'est vrai que dans beaucoup de projets éditoriaux nouveaux, c'est pas un poste ou un département qui existe. Et donc je pense que ça c'est aussi une des volontés, et c'est un message pour tous ceux qui lancent des projets comme ça. Mettez un responsable, alors on pourrait appeler ça du journalisme visuel ou des images, parce que c'est de la vidéo aussi, de la photo, mais dès qu'il n'y a pas une personne en charge de ça ou plusieurs personnes, on se dit que c'est déjà un peu mal barré. Voilà. Après, il y a des projets qui arrivent à se monter. Je pense au jour.fr avec qui je travaille beaucoup, qui était monté par des anciens de Libération sur abonnement. Sébastien Calvet, qui est un ancien photographe, est devenu le chef photo là-bas, et ils respectent pleinement leurs pigistes avec les moyens qu'ils ont. Il y a d'autres structures qui marchent bien, comme Mediapart aujourd'hui, 150 000 abonnés, c'est rentable. Alors c'est un journal d'investigation, donc c'est vrai que sur la photo, ils vont être plus légers parce que ça correspond pas forcément à ce qu'ils racontent. Mais il y a des choses qui se font. Après, voilà, on attend, je pense toujours, en France en tout cas, le grand projet en ligne qui produisent de la photographie. Il y a eu des tentatives, mais à mon sens, c'est pas encore là. Mais un projet purement photo ne marchera peut-être pas. Pertinent sans papier, hein, le succès de la revue 6 mois le montre. Après, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on travaille, là, j'ai travaillé il y a 2 semaines pour les Échos week-end. On a eu à la fois une publication papier qui a été vue, mais on a pu aussi faire, la rédaction des Échos a fait un grand format journaliste visuel, c'est-à-dire avec une belle mise en page, plus de photos que dans la publication papier. Donc, journalistiquement aussi, le web est vraiment intéressant parce qu'on peut en mettant aussi des graphismes, etc. Et donc faire des sites d'information qui sont assez jolis. Mais toujours, il est important d'avoir en interne des relais, des services photos qui connaissent le métier aussi, qui connaissent nos modes de rémunération, les budgets qu'on a besoin d'avoir en tant que photographe. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un patrimoine que moi, mon inquiétude, c'est qu'ils disparaissent très vite. C'est-à-dire que dès qu'il y a des départs à la retraite dans les services photos aujourd'hui, ils sont pas forcément remplacés.
Et cette culture du photojournalisme est quand même assez importante. On a la chance en France de l'avoir, et c'est comment on va assurer dans les 10-15 prochaines années la transition avec des gens qui savent ce que c'est qu'un reportage photo, un editing, qui savent mettre en avant ça, qui savent comment on travaille avec les photographes. Ça, c'est quelque chose avec lequel on doit rester vigilant. Il y a une association des iconographes qui s'appelle l'Association nationale des iconographes, avec qui on travaille et on fait des choses comme des lectures de portfolio. Donc c'est à suivre de près, et je trouve que c'est assez intéressant de s'y pencher dans les prochaines années. Nous terminons ainsi cette rencontre au sein de l'UPP et nous aurons l'occasion prochaine de retrouver l'ensemble de ces problématiques en interrogeant le président de la SAIF, partenaire historique de l'UPP. À très bientôt sur L'œil écoute. Bienvenue dans L'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital.